sur MT Cèdre, une émission présentée par les élèves de 4e B et de 4e C. Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons dans nos locaux au sein de l'établissement Les Cèdres. Ici, les élèves peuvent être initiés à la culture ancienne avec le latin. Ils sont aussi éveillés aux langues avec la bilangue anglais-espagnol et l'approfondissement espagnol. La citoyenneté est aussi mise à l'honneur avec l'option défense et sécurité globale. Les projets interdisciplinaires fleurissent chaque année dans les matières artistiques, littéraires ou scientifiques qui rivalisent d'ingéniosité. Ce qui participe également au bien-être des collégiens et fait la réputation des Cèdres, c'est sa section sportive qui prodigue à tous goût de l'effort et du dépassement de soi. En effet, le collège comporte 3 sections sportives, la section danse, avec notamment le groupe compétition et la CHAG, la section foot et la section rugby qui bénéficient depuis quelques années de partenariats prestigieux. Nous avions donc un large spectre de sujets à aborder, ne serait-ce qu'au sein de l'établissement. Mais nous aimons nous tourner vers l'extérieur et améliorer notre connaissance et votre connaissance du monde qui nous entoure. Nous avons donc décidé d'axer nos reportages sur le Castres Olympique, club qui fait la fierté de notre ville, et de découvrir, à l'aide des joueurs, des pans de culture française et étrangère. Alors tenez-vous prêts à parcourir le globe et à voyager en terre rugbystique grâce à nos chroniqueurs et envoyés spéciaux. Nous allons laisser la parole à Soufiane qui se trouve au cœur du CO. À vous Soufiane. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui au centre d'entraînement du CO au Levezou à Saïs, petit village tarnais attenant à Castres. Nous sommes là afin d'interviewer plusieurs joueurs de nationalité étrangère. Nous avons à cœur de découvrir ces grands sportifs ainsi que des pans de leur culture. Nous allons commencer par Daniel Kotze. Daniel est né à Francfort en 1987, non pas en Allemagne mais dans une petite ville agricole de la province de l'État libre en Afrique du Sud. Il est actuellement âgé de 32 ans, il pèse 120 kg pour 1m85 et joue au Castres Olympique depuis 2016. Bonjour Daniel. Bonjour. Tout d'abord, quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à jouer au rugby et qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport ? J'étais 6 ans et c'était un peu, dans notre pays, c'est un peu un sport que tout le monde pratique à l'école. Du coup, je faisais et ça me plaisait beaucoup. Sur le terrain, vous êtes pilier. Quelle qualité faut-il selon vous pour occuper ce poste ? Beaucoup de la force et de l'endurance. On aimerait que vous nous parliez maintenant un peu de votre pays d'origine. Quelle est la capitale de l'Afrique du Sud ? Nous, en fait, on a 3 capitaux. C'est Pretoria, Bloemfontein et Kaapstad. Qu'est-ce qui rend votre pays d'origine exceptionnel à vos yeux ? Ouais, liberté des animaux et tout, surtout sur le côté nord, je pense que ça c'est magnifique. Nous avons vu en faisant des recherches qu'il existait des magasins de sorcellerie. Est-ce que vous croyez aux esprits et aux mauvais sorts ? Mais oui, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens en Afrique du Sud qui croient vraiment dans ce côté-là. Du coup, ouais, je le respecte. Et, ouais. Nous allons vous proposer un défi. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a une forte tradition orale. Est-ce que vous pourriez nous raconter maintenant ou plus tard au collège une légende de votre pays que vous entendiez étant enfant ? Au collège, comme ça, je ne peux pas dire la bêtise maintenant. Ouais, réfléchis un peu. Merci beaucoup Dani, ce fut un plaisir de vous interviewer. Nous laissons la parole à nos confrères. Merci à vous. Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne l'Afrique du Sud, puisque Eddie vient d'intercepter Robert Eberson à la fin de son entraînement. On écoute leur entretien. Robert Eberson est lui aussi originaire d'Afrique du Sud. Natif de Bloemfontein, il a joué pour les Cheetahs avant de rejoindre Montpellier en 2013, puis le CO en 2016. Ce joueur de 30 ans, d'1m80 pour 90 kg, a joué au poste de centre. Bonjour Eddie. On nous a soufflé que chez vous le rugby était une histoire de famille. Pouvez-vous nous en dire plus ? De mon côté, mon père était joueur de rugby, mon oncle, mon frère. Qu'est-ce qui fait de l'Afrique du Sud un pays hors du commun à vos yeux ? Afrique du Sud c'est particulier à mon avis parce qu'on a un pays avec beaucoup de langues différentes, beaucoup de cultures différentes. Mais quand même, on a essayé de vivre ensemble et de vivre en paix. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays ? Le plus grand, c'est ma famille, parler afrikaans, ma langue maternelle, et de manger, de vivre, de rigoler en ma langue. Qu'avez-vous ressenti lors de la victoire de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde de rugby ? Beaucoup de fierté,
très fier. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Nous allons maintenant passer à notre rubrique défi. Est-ce que vous accepteriez de venir au collège pour nous raconter comment vous perceviez Nelson Mandela lorsque vous étiez enfant, ce qu'il symbolisait pour vous et quel impact il a eu sur votre pays d'après vous? Oui, bien sûr, moi, Robert Eberson, j'accepte de venir à votre école et de parler de mon ancien président Nelson Mandela. Pour en savoir encore plus sur l'Afrique du Sud, nous allons suivre Sarah, Nélissa, Océane, Melvin et Mohamed qui se sont renseignés pour nous. L'Afrique du Sud est un pays surprenant tant par sa localisation, sa composition et son histoire. L'Afrique du Sud est un des plus grands pays d'Afrique, situé à l'extrême du sud-continent, bordé par l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est une fédération composée de 9 provinces, le Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, le Nord-Ouest, l'État libre, le KwaZulu-Natal, le Cap Est, le Cap Nord et le Cap Occidental. Et point très étonnant à nos yeux, l'Afrique du Sud n'a pas une, mais 3 capitales, le Cap, Pretoria et Bloemfontein. Alors pourquoi y en a-t-il plusieurs? Le Cap, pour commencer, est le centre législatif et le siège du Parlement. La ville compte plus de 430 000 habitants, un peu moins de 4 millions dans son agglomération. Elle se situe en bord de mer et se trouve au pied de la célèbre montagne de la Table. Au sud se trouve le Cap de Bonne-Espérance qui lui a donné son nom. Ensuite, il y a Pretoria qui abrite le pouvoir exécutif et le siège du président. Pour finir, le pouvoir judiciaire et ses institutions sont à Bloemfontein. C'est notamment dans cette ville que se trouve la Cour suprême d'appel. Bloemfontein est aussi la capitale provinciale de la province de l'État libre. La population dépasse aujourd'hui les 250 000 habitants. On dénombre en Afrique du Sud une cinquantaine de langues dont 11 sont reconnues comme des langues officielles depuis 1995. Il s'agit de 2 langues d'origine européenne, l'afrikaans et l'anglais, et de 9 langues bantoues. Ce pays est composé de nombreuses ethnies et forme une société multiraciale que l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qualifiait de Rainbow Nation, nation arc-en-ciel. Il souhaitait que les différentes communautés se rassemblent et qu'elles soient unies par leur identité nationale. C'est aussi ce que souhaitait un grand homme qui a lutté toute sa vie contre les discriminations et l'égalité entre peuples. Je parle évidemment de Nelson Mandela, qui fut incarcéré pendant 27 ans pour sa lutte obstinée contre l'apartheid et la ségrégation raciale. À sa sortie en février 1990, il continua ses combats en politique et fut le premier président noir élu en Afrique du Sud. Il occupa ce poste de 1994 à 1999. Il reçut le prix Nobel de la paix en 1993 et s'éteignit en 2013 à l'âge de 95 ans après avoir voué sa vie à son pays. Lors de son investiture en 1994, il prononça cette célèbre phrase qui représente ses espoirs pour l'Afrique du Sud. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains blancs ou noirs pourront marcher la tête haute. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Nous cédons à présent le micro à Massimissa et Bruno qui ont pu interviewer des joueurs néo-zélandais, Karena Wiongi et Alex Tulou dans la salle de musculation du Castre Olympique. Je suis en présence d'Alex Tulou, grand gaillard d'1m91 pour 113 kg. Il est originaire des Samoa, île polynésienne du Pacifique Sud. Il occupe le poste de 3e ligne centre du Castre Olympique depuis 2015, après avoir joué auparavant pour Bourgoin et Montpellier. Il a aussi eu une carrière internationale puisqu'il a joué sous les couleurs des All Black 7 de 2008 à 2010. Nous avons quelques questions à vous poser avec mes camarades. À quel âge avez-vous commencé le rugby? Avez-vous une petite anecdote à nous raconter sur vos débuts? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Après, j'ai un petit souvenir en Samoa. On jouait avec de noix de coco sur la plage. Pourquoi avoir choisi ce sport? Est-ce une histoire de famille? Oui, en fait, c'est dans le sang. À Montpellier, à Nouvelle-Zélande, au Samoa, c'est dans le sang et en fait c'est mon père, il a joué avec l'équipe de Samoa aussi, internationale. Qu'avez-vous ressenti lors de votre premier match avec les All Black 7? Je suis entré 3 minutes. Il reste encore 30 secondes dans le match et j'ai marqué un essai de 60 mètres. Avez-vous appris un haka lorsque vous jouez en équipe internationale de rugby à 7? Oui, en fait à Nouvelle-Zélande, tu l'apprends à l'école, tout le monde. Dans quel état d'esprit étiez-vous en le dansant? Un esprit libre, un esprit un peu
pour jouer, prêt pour la guerre, quoi. Quel sentiment voulez-vous susciter chez vos adversaires lorsque vous interprétez cette danse guerrière? Je veux qu'ils vont avoir peur de nous. Cela fait plusieurs années que vous résidez en France, plusieurs choses liées à vos racines doivent vous manquer. Si vous pouviez téléporter 2 éléments, objets, monuments, lieux, etc., des Samoa ou de Nouvelle-Zélande et les déplacer en France, de quoi s'agirait-il? La famille. Franchement, il n'y a que ça. La famille. Merci de nous avoir répondu. Avant de partir, nous avons un défi à vous lancer. Accepteriez-vous de nous chanter une chanson samoane ou maori? Vous pouvez le faire maintenant ou lors du repas tout à l'heure. Nous ne voulons pas vous mettre la pression, mais tous vos partenaires ont accepté de relever le leur. Vous mettez les pressions, c'est sûr. Ça, bon, pour endormir les enfants, je dis Moe moe pepe tumu tumu le lau Angi le matangi e lue atumu toe sau Alelea pa ule moenga Toe lue mai peipi lo fa moenga. Et comme un club n'est rien sans ses joueurs les plus expérimentés, nous sommes aussi très heureux d'avoir à nos côtés Karena Wiongi. Ce pilier de 40 ans a joué pour plusieurs clubs français avant de rejoindre le CO en 2019. Il est de nationalité néo-zélandaise et nous comptons sur lui pour nous ouvrir les portes de son magnifique pays natal. Bonjour Karena. Bonjour. Avant de nous plonger littéralement dans le paradis du Pacifique, nous aimerions en apprendre davantage sur vous. Quel est votre modèle, votre mentor dans le sport ou dans la vie en général? Mon modèle à moi, quand j'étais tout petit, c'était mon grand-père. Parce que c'est lui qui m'a tout appris dans la vie. Et aussi vie sportive. Donc c'est lui qui m'avait motivé et a poussé à travailler pour être un joueur de rugby. Quelle valeur trouvez-vous fondamentale? Toujours le même, le respect, le travail et toujours rester humble. Donc voilà. Quels sont vos hobbies? La pêche. Beaucoup la pêche et voilà, les grillades avec les copains, les familles et autour d'un bon verre Perrier. Voilà. Quel métier feriez-vous si vous n'étiez pas joueur professionnel? Je pense que j'aurais été un pêcheur. Donc maintenant, petit test de culture néo-zélandaise. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, évidemment. Oh. Nous comptons sur vous. Je connais pas trop de mon pays, je connais plus de phrases que... Votre adversaire du jour sera Philippe Carayon, directeur du centre de formation. Et cela se joue en 7 points. D'accord. Alors, une petite tablette, je te donne la rose. Ouais, ça va. Allez. Un petit stylo. Oh. Alors, quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Je vous en prie, écrivez la réponse. Comment tu écris, toi? Alors, montre. Ouais, je sais pas écrit comme il faut. Un point chacun. Bravo, Philippe. Félicitations. Quelles îles principales composent la Nouvelle-Zélande? À peu près. C'est bien, on montre les réponses. Oh, bien. Bravo. C'est pas mal. Et t'habitais là? Voilà, c'est ça. Donc 2-2 pour le moment. Alors, quel est... Très facile. Hein. Quel est le sport national en Nouvelle-Zélande? Ouais. Vous pouvez montrer les réponses. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on va compter juste à tout le monde. Donc 3 points partout. Ah bon? Oui, parce que j'ai envie. Alors, quelles sont les 2 langues officielles parlées en Nouvelle-Zélande? On pourrait rajouter sinon autre chose. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai bien précisé parler. Voilà. Super, donc on est à 4-4. Quelle est la devise du pays? Alors, on montre. Alors, traduction. C'est pas ça? C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose? Ouais, ouais. Ah ben, les 2 langues officielles. D'accord, ok, mais très bien, très bien. De toute façon, écoute, on ne sait pas ce que tu as marqué, donc on te croira sur parole. Je suis au Néo Z. C'était bon? Oui. Ah, merci.
quel est l'emblème de la Nouvelle-Zélande? Yes. Kiwi. Donc j'attribue le point, évidemment, ici, à Karina. Et donc, dernière question. Qu'est-ce que le kakapo? Et non, c'était bien un perroquet. Donc évidemment, c'est Karina qui a gagné. Et comme il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la Nouvelle-Zélande, du coup, Massinissa va continuer avec ses questions. Je vous reprends les petites ardoises. Merci, bravo Philippe. Bravo tout de même d'avoir essayé. C'était bien tenté. Que représente le haka pour vous? Avant, c'était un champ de guerre. C'était dans l'époque mes ancêtres. Ils se battaient beaucoup entre tribus. Donc avant qu'ils faisaient la guerre, chaque tribu faisait son propre haka. Donc ça donne le force et la motivation avant de partir au combat. Comment est-il transmis? L'haka, c'est génération en génération avec les... Moi, à mon époque, c'était les anciens qui nous avaient pris quand nous on était petits et voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre pays? Je dirais les familles qui sont tous là-bas. Karina, merci pour votre témoignage touchant et passionnant. Avant de vous laisser partir, nous aimerions revenir sur un événement important. Vous aviez eu la gentillesse au mois d'octobre de venir remettre les récompenses du cross aux élèves des Cèdres et à cette occasion, Mohamed vous a lancé un défi que vous avez accepté de relever sans aucune hésitation. De quoi s'agissait-il? C'était pas un petit challenge haka? Exactement, vous deviez venir nous montrer votre haka et nous apprendre une partie de la chorégraphie. Il nous tarde vraiment de vous revoir au collège. Pas de souci, ça sera avec plaisir. Écoutez désormais Ilem, Lamia, Ona et Nelissa qui avaient à cœur de vous briefer sur le haka. Bonjour William et Timéo. Alors, que dire sur le haka? D'abord, il faut savoir que traditionnellement, les peuples océaniens le pratiquaient à diverses occasions, notamment lors des cérémonies, des fêtes de bienvenue ou avant de partir en terre. Chaque tribu avait sa propre version, avec des gestes et des paroles qui variaient considérablement. La réputation des différents clans pouvait dépendre de leur aptitude à l'effectuer et de son contenu. Le haka peut véhiculer différentes émotions en fonction de ses caractéristiques. Il peut symboliser la tribu, son histoire, défier, mettre en garde, mais c'est aussi un moyen de témoigner de son estime, de sa reconnaissance. Le si célèbre Kamate aurait été créé vers 1820 par Tero Parao, un chef tribal maori, afin de remercier un chef allié. Te Warerangi lui ayant permis d'avoir la vie sauve, il lui aurait en effet conseillé de se cacher dans une fosse à patates pour échapper à des ennemis. Les paroles de ce haka évoquent l'angoisse de Tero Parao. Kamate Kamate signifiant c'est la mort, puis son soulagement Kaora Kaora, c'est la vie, c'est la vie. Il s'agit donc finalement d'une danse et d'un chant, d'un remerciement, mais également d'un hymne à la vie. Dans le sport, le haka est plus récent que sa pratique ancestrale. Il a été rendu mondialement célèbre par l'équipe nationale de rugby A15 de Nouvelle-Zélande. Le premier haka a été réalisé lors d'un match international en terre britannique en 1888. Il s'agissait au départ d'un divertissement peu coordonné réservé aux tournées des All Blacks dans les pays étrangers. C'est en 1987, lors de la Coupe du Monde de rugby, que l'on découvre un haka beaucoup plus travaillé, une danse millimétrée et terrifiante à la coordination parfaite, dont le but est d'impressionner son adversaire. C'est depuis cette représentation que le haka s'est popularisé et est devenu un rite sportif les plus célèbres. En 2005, le Kapa Opango fait son apparition lors d'un match contre l'Afrique du Sud, créé pour les All Blacks par Derek Lardeli, expert en culture maori. Ce haka correspond parfaitement à l'équipe nationale puisqu'il fait référence aux guerriers vêtus de noir, à la fougère argentée et à la fierté de porter ces symboles. Plusieurs équipes nationales néo-zélandaises ont également intégré un haka à leur présentation d'avant-match, comme l'équipe de basketball ou l'équipe de rugby en fauteuil roulant, les All Blacks. Il faut également savoir que d'autres peuples océaniens ont leur propre danse chantée, comme les équipes nationales de rugby des Fidji, des Samoa ou des Tonga.
Et comme nous souhaitons toujours apprendre et transmettre, nous avons demandé à Nathan, Naël et Oussama de faire des recherches sur le kiwi, emblème de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi appelle-t-on les Néerlandais les kiwis? Le kiwi est un petit oiseau endémique qui vient de Nouvelle-Zélande. Cela signifie qu'il ne vit que sur ce territoire. Il y a 5 espèces différentes réparties sur des zones géographiques bien spécifiques. Au quotidien, le kiwi est plutôt discret et craintif. Il ne sort que la nuit. Comme il a tendance à fuir la lumière, il passe ses journées caché dans des trous et des terriers qu'il creuse grâce à ses puissantes pattes. Il est donc difficile de l'apercevoir dans son habitat naturel. De la taille d'une petite poule au pelage brun, il mesure entre 30 et 45 cm selon l'espèce. Il ne pèse pas plus de 3 kg. Il a une mauvaise vue mais un odorat très développé. C'est le seul oiseau du monde à avoir des narines au bout du bec. Elles leur permettent de sentir et de chercher de la nourriture sous les feuilles ou sous la surface du sol. Les kiwis se nourrissent principalement d'invertébrés, vers de terre, araignées, mouches, cigales, grillons, ou encore de baies et de fruits tombés au sol. Ils vivent en couple et cependant une trentaine d'années. La femelle est généralement plus grande que le mâle, elle porte des œufs pouvant faire jusqu'à 25% de son poids. Rapportés à la taille de la mère, ils sont tout simplement les plus gros du règne animal. Ils sont généralement couvés par le mâle de 70 à 80 jours. Ces oiseaux, aux ailes atrophiées, ne volent pas, n'ont pas de queue et appartiennent au groupe des ratites comme l'autruche ou le veau. A l'origine, il n'y avait aucun prédateur sur l'île et les ailes ne leur étaient d'aucune utilité. Cependant, avec l'arrivée des hommes sur le territoire, sont également apparus des prédateurs s'attaquant massivement aux oisillons, comme les rats, les furets, les hermines, les chiens, les chats, les porcs et les opossums. Les chercheurs ont calculé que seulement 1 poussin sur 20 avait une chance d'atteindre l'âge adulte. L'inaptitude au vol du kiwi et son corps ramassé et arrondi ne l'apporta pas empêché d'être élevé au rang de symbole national. En effet, son image fut progressivement associée au pays par des affiches, des campagnes publicitaires, des articles de presse nationaux et mondiaux. Il est devenu l'emblème de la Nouvelle-Zélande et on utilise même le terme pour désigner sa population. Il figure également sur les pièces de dollars néo-zélandais et a donné son nom à un petit fruit poilu, sa peau velue rappelant celle de l'oiseau. Il fait pleinement partie de la culture néo-zélandaise et est considéré comme un tola, un trésor. En voie de disparition depuis 1921, une loi d'absolue protection a été mise en place. Voilà, vous savez tout sur les kiwis. Nous allons à présent suivre de très près Noah, qui a eu le privilège d'interviewer le grand maître Capo Ortega. C'est à moi que revient le privilège d'interviewer Rodrigo Capo Ortega, l'une des figures emblématiques du CO et de la ville elle-même. Est-ce encore utile de présenter ce joueur qui entame sa 18e saison au club? Je vais tout de même faire un petit rappel pour les novices. Capo est né le 8 décembre 1980 à Montevideo, en Uruguay. Il évolue au poste de deuxième ligne et mesure 1m95 pour 120 kg. Beau poupon, n'est-ce pas? À 38 ans, on peut toujours saluer sa force, son abnégation et sa longévité. Il a été sélectionné plus de 40 fois pour l'équipe nationale d'Uruguay. En club, on le sait fidèle au CO depuis 2002. Longtemps capitaine de l'équipe, il a cédé cette année sa place à Mathieu Babio. Mais il reste et restera l'un des atouts majeurs sur le terrain et dans les vestiaires. Depuis 2002, à votre arrivée au club, vous avez dû vivre des moments incroyables avec votre équipe. Lequel vous a le plus marqué? Moi je pense que les 2 moments qui me sont les plus marqués, c'est les deux titres qu'on a eus, 2003 et 2018. Le 23 novembre dernier, les supporters vous acclamaient pour votre 400e match en blanc et bleu. Et à cette occasion, vous retrouviez le brassard de capitaine. Qu'est-ce que cela représentait pour vous et qu'avez-vous ressenti? J'ai beaucoup d'émotions de pouvoir jouer mon match numéro 400 et que voilà, je le prie avec beaucoup de joie. Vous jouez encore au plus haut niveau à 38 ans. Quels sont les secrets de votre longévité? Et je pense que le secret c'est l'hygiène de vie, bien s'entraîner et ma femme elle met au goût aussi. Nous aimerions à présent en savoir plus sur votre culture. Nous avons appris que vous étiez plutôt gourmand. Quels sont les plats traditionnels uruguayens que vous aimez le plus? Et pour moi, les plateaux traditionnels que j'aime l'Uruguay, voilà, c'est le barbecue. Et voilà, on mange beaucoup de viande chez nous. Y a-t-il des pâtisseries réputées? Si c'est le cas, quel est votre préféré? Il y en a, oui, certains. Et il y en a un qui s'appelle Chacha. C'est très bon. C'est à base des meringues et des pêches. Il y a la confiture du lait. C'est très bon. On nous a soufflé à l'oreille que si vous n'aviez pas été joueur professionnel, vous auriez aimé devenir cuisinier. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux et qu'il faudra absolument venir goûter? Une chose que peut-être je ferai découvrir,
c'est les riz de veau au barbecue. Et où, voilà, ils sont bien croustillants de l'extérieur, ils sont moelleux à l'intérieur. Et on met du citron, un peu de sel et c'est délicieux. Honnêtement, qui cuisine le plus à la maison? Vous ou madame? Madame. Il paraît que vous êtes un grand adepte d'une boisson d'Amérique du Sud. De quoi s'agit-il? C'est-il du maté. Le maté, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du thé. Et c'est une boisson qui a beaucoup de théine. Et chez nous, voilà, c'est une tradition. Merci beaucoup Capo, c'est maintenant le moment de notre rubrique défi. Vous avez obtenu votre diplôme d'entraîneur l'année dernière. Est-ce que vous accepteriez de venir assurer un des entraînements des élèves des Cèdres qui sont inscrits à la section rugby? Oui, bien sûr. Ouais. Merci. Avec plaisir. Après l'interview de Capo, nous avons eu envie d'en savoir un peu plus sur les habitudes alimentaires en Uruguay et sur le maté. Alison et Marie-Claire nous informent sur les gnocchis du 29. Dans notre rubrique consacrée à l'Uruguay, nous allons vous parler des gnocchis du 29. Il s'agit d'une tradition très ancrée dans des pays d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. On raconte qu'un dénommé Pantaléon serait à l'origine de cette coutume. Alors tout d'abord, qui est cet homme? Pantaléon était originaire de Nicomédie, ville de l'Empire romain située au nord de la Turquie actuelle Izmit. C'était un jeune médecin servant à la cour de Maximilien. Converti au christianisme, il partit en pèlerinage dans le nord de l'Italie. On lui attribue de nombreuses guérisons ainsi que des miracles. Il fut condamné à divers supplices, torturé puis décapité pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus-Christ vers l'an 303. Il est considéré comme martyr chrétien. Il est devenu le saint patron des médecins et de nombreux lieux de culte et des églises portent son nom en Europe. C'est fort instructif, mais vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec les gnocchis en Uruguay. Eh bien, j'y viens. La légende dit que lors de son pèlerinage, le 29 jour d'un mois, Pantaléon aurait demandé du pain à de pauvres paysans des environs de Venise. Ces derniers l'auraient invité à partager leur maigre repas des gnocchis pour les remercier et leur auraient promis une année de pêche, de récolte abondante, ce qui apparemment se réalisa. Depuis, il est d'usage de manger des gnocchis le 29 de chaque mois et on place de l'argent sous un plat ou une assiette, en espérant obtenir le renouvellement de ce don et aussi pour apporter chance et prospérité aux nouveaux invités. Le fait que la religion chrétienne soit très présente en Amérique du Sud pourrait expliquer l'importance prise par cette tradition dans certains pays. Pour expliquer cette coutume, on dit également que les familles les plus pauvres avaient du mal à se nourrir convenablement jusqu'à la fin du mois et que pour tenir les derniers jours avant l'arrivée du salaire, elles préparaient des plats peu onéreux à base de pommes de terre et de farine, les gnocchis. Au final, peu importe les origines de cette pratique, l'essentiel est sans aucun doute de partager un repas simple et convivial en famille ou entre amis. Déborah et Jordan ont mené l'enquête sur le barbecue tant aimé de Capo. La culture de la viande est partout en Uruguay et aussi dans l'Amérique du Sud, tellement qu'il y a plus de 3 millions d'habitants pour 9 millions de vaches. L'Uruguay est un grand éleveur bovin et il est le premier pays exportateur de bœuf d'Amérique du Sud. L'Uruguay a aussi inventé les asados, un fameux barbecue construit seulement avec des grilles posées sur une cheminée ou à même le charbon. À chaque coin de rue, des restaurants et des brasseries en proposent. Il consiste à exposer un aliment cru au feu ou à l'air chaud et à le graisser ou rajouter un autre liquide convenable. La méthode répandue pour faire un asado est la cuisson au grill. Les viandes sont cuites horizontalement. Il existe aussi de les faire cuire en croix ou les disposer verticalement sur les braises. Chaque année, un Uruguayen mange en moyenne 58,6 kg de bœuf et un Français moyen mangerait seulement 20 kg. À Montevideo, le midi, les ouvriers prévoient un barbecue dans la rue en utilisant des parties en métal du chantier pour y faire cuire la viande. Et évidemment, nous ne pouvions pas oublier de faire un point sur le maté. Alors, qu'est-ce que le maté? C'est tout d'abord, vous l'aurez compris, la boisson favorite de Capo Ortega, mais aussi celle de nombreux sportifs comme le footballeur Antoine Griezmann qui, d'après nos confrères, ne sort jamais sa synthèse de maté.
Eh bien, il faut savoir que cette boisson résulte de l'infusion de feuilles de yerba maté, une plante sud-américaine qui était consommée par les Amérindiens Guarani. Le mot maté est d'origine quechua, dialecte d'Amérique du Sud. Il désignait initialement la calebasse, sorte de petite vase qui contient l'infusion, puis a fini par désigner la boisson elle-même. La substance se savoure grâce à la bombilla, un tube métallique qui sert aussi de filtre. Le maté symbolise la fraternité et l'hospitalité. Il se boit souvent en famille ou entre amis. Il s'agit de partager un moment convivial, comme on le fera en France autour d'une tasse de thé ou de café. Le yerba contient d'ailleurs de la caféine, ce qui en fait une infusion stimulante. On lui reconnaît également de nombreux avantages thérapeutiques et médicinaux. Il est notamment réputé pour combattre le système nerveux, la fatigue intellectuelle et physique, certaines douleurs et maux de tête, diminuer le mauvais cholestérol et contribuerait même à la perte de poids selon les dires de certains. Waouh, je comprends mieux pourquoi certains se l'arrachent. Assistant, une tasse de maths et que ça saute. Partons désormais dans un pays voisin de l'Uruguay, l'Argentine, avec Mauricio Reggiardo au micro d'Inès et d'Eddie. Bonjour, nous sommes en présence de Mauricio Reggiardo, entraîneur du CO depuis cette saison. À 49 ans, Mauricio a déjà eu un beau parcours professionnel en tant que joueur et entraîneur en club, mais également en équipe nationale d'Argentine. Bonjour Mauricio et merci d'avoir accepté de nous répondre. Bonjour. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir comment avez-vous pris goût au rugby? Je suis un cas un peu atypique parce que j'ai commencé à jouer au rugby à 18 ans. À l'époque, il y avait l'armée obligatoire. J'ai commencé à faire l'armée. Comme le seul sport que j'avais la possibilité en temps de pouvoir faire, c'était le rugby. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rugby. Mais une fois que j'ai fait 2 minutes de rugby, je savais que c'est le sport pour moi. Et ça me plaisait énormément. Quelles sont les valeurs de ce sport qui vous animent au quotidien et que vous aimeriez transmettre aux futures générations de joueurs? Moi j'aime bien le respect, la confiance, l'honnêteté. Nous avons appris que vos 3 fils avaient pris la relève sur les terrains. Que ressentez-vous en les voyant jouer? Certainement, ils ont été influencés, mais c'est eux qui ont choisi les sports qu'ils voulaient faire. Ils ont choisi le rugby, et super, parce que ça veut dire que j'ai bien transmis ma passion pour ce sport-là. J'ai une grande fierté que mes gosses fassent le rugby. Après, plus ils grandissent, plus ça me fait un peu peur de les voir jouer. Parce que en tant que parent, on a toujours cette crainte, mais c'est juste je prends l'habitude à les voir pratiquer, c'est tout. Lors des repas de famille, est-ce que vous discutez des tactiques à adopter sur le terrain ou est-ce que vous préférez parler cuisine, l'une de vos autres passions? On fait moitié-moitié, ouais, parce qu'on aime bien manger à la maison, on parle des repas, mais aussi on parle de rugby toujours. Le rugby, notre vie, ça tourne autour du rugby, et notre famille a été construite autour du rugby. Que ressentiez-vous en tant que joueur lorsque votre hymne national retentissait sur le terrain? Ce jour-là, c'est une grande fierté. J'ai représenté tous les numéros 3 de l'Argentine, j'ai représenté ma famille, mes amis, les gens de mon club, mes coachs qui me sont aidés à être là. Ça, c'est une grande motivation. Pouvez-vous nous expliquer le message principal contenu dans cet hymne? Pour moi, dans l'hymne, il y a les 3 derniers mots qui sont très, 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 très forts. O juremos con gloria morir, ça veut dire un jour mourir avec la gloire, mourir pour la gloire. Ça veut dire qu'on va s'engager à mort pour rendre fier et pour mettre le maillot le plus haut possible. Connaissez-vous l'histoire et les symboles du drapeau d'Argentine? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? C'est Manuel Belgrano qui l'a créé. Il s'est inspiré en regardant le ciel. Vous êtes venu en tant que joueur au Castres Olympique et avez décidé d'y retourner en tant qu'entraîneur. Peut-on parler d'une histoire d'amour entre vous et le CO? Oui, bien sûr, bien sûr. On va dire que ce dernier retour, c'est un peu boucler la boucle. Il me manquait ça, il me manquait finir côté coach avec un projet à moyen long terme. C'est le cas et c'est un gros défi et je suis prêt à le relever. Merci beaucoup de nous avoir répondu avec autant de sincérité. Et avant de conclure, il nous manque juste notre rubrique défi. Vous pouvez accepter ou refuser de relever le défi lancé. Nous savons que vous aimez danser le tango. Pourriez-vous faire une démonstration? Évidemment, c'était une blague. Ne vous inquiétez pas. Bien joué, bien joué.
C'est Inès qui a pensé ça, je crois. Non, c'est pas vrai. Par contre, nous savons de source sûre, cette fois-ci, que vous êtes un expert en ping-pong. Accepteriez-vous de venir défier l'un de nos élèves pour un match? Ah ouais, je suis pas un expert, mais je suis joueur. Merci beaucoup Mauricio pour le temps que vous nous avez accordé. Et comme l'histoire d'un drapeau nous en dit souvent beaucoup sur un pays, nous allons plonger dans l'histoire du drapeau argentin avec Abdel, Larino, Felipe et Campbell. Le drapeau de l'Argentine est constitué de 2 bandes bleu ciel horizontales séparées par une bande blanche. Plusieurs explications sont émises quant au choix de ces 2 couleurs. On raconte que comme beaucoup d'autres pays d'Amérique latine et anciennes colonies espagnoles, l'Argentine était contre l'invasion de l'Espagne par Napoléon. Aussi, pour montrer sa solidarité avec l'Espagne, il aurait été décidé d'utiliser les couleurs des Bourbons, parmi à laquelle appartenait le roi d'Espagne, le bleu ciel et le blanc. On voit aussi le blanc comme une représentation de la monarchie divine et le bleu comme un symbole de liberté et d'expression. La fusion des deux aurait engendré le bleu ciel. Une troisième version, religieuse, tente à dire que le bleu ciel viendrait plutôt des couleurs du manteau de la Sainte Vierge. Manuel Belgrano, le créateur du drapeau, voit un culte à la Vierge de Luján, patronne de l'Argentine. Enfin, on dit que le blanc pourrait représenter la cordillère des Andes avec ses quelques 5000 km de longueur. De nombreux drapeaux de l'Amérique latine ressemblent au drapeau argentin. On retrouve ainsi les 3 bandes horizontales bleu-blanc-bleu au Salvador, à Honduras et au Nicaragua. Seul le motif central et les nuances de bleu varient. Le drapeau argentin fut lui conçu en 1812 par le général Manuel Belgrano, un des personnages clés de l'indépendance argentine. Composé à l'époque des 3 barres horizontales, il fut ensuite complété par un soleil semi-flamboyant qui rappelle le dieu Inca Inti. Décision des membres du Congrès national du 9 janvier 1818. Ce soleil fut nommé El Sol de Mayo, signifiant en français le soleil de mai. De cet astre par 32 rayons, 16 en ligne droite et 16 en rayons ondulés. Passés attachement, les lignes droites font plutôt penser à une rotation européenne, tandis que les rayons ondulés font plutôt penser à une rotation traditionnelle inca. Les Argentins vouent un véritable culte à leur drapeau et les célébrer tous les 20 juin, le jour de la mort de Manuel Belgrano. Pour finir, remontons vers le nord et découvrons le pays des caribous grâce à Abdounour et Taylor Paris. Mesdames et messieurs, nous avons la chance aujourd'hui d'interviewer Taylor Paris, un jeune joueur de 27 ans d'origine canadienne. Ce sportif de 93 kg pour 1m82 joue en poste d'ailier. Il a commencé le rugby à 14 ans et s'est très vite fait une place dans le monde de la balle ovale. Bonjour Taylor. Bonjour. Le Collège des Aides voudrait vous poser quelques questions par rapport à votre carrière et à votre pays. Merci d'être venu. Merci à vous, merci à vous. Dans le pays du hockey sur glace, comment vous vous êtes retrouvé sur un terrain de rugby? Ouais, ça c'est une bonne question. Je faisais de hockey sur glace comme tous les jeunes Canadiens. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai décidé de me mettre un peu au rugby et ça s'est fait un peu comme ça. Nous avons appris que vous avez commencé par le rugby à 7. Quelle différence notable y a-t-il dans le jeu avec le rugby à 15? Ouais, j'ai commencé avec le rugby à 7 à 17 ans. J'avais un peu de la chance, j'ai joué avec l'équipe du Canada où on faisait un peu le tour de la monde avec le circuit à 7. Mais après, les différences, c'est sûr que c'est 7 contre 7, ça va beaucoup plus vite, c'est plus rapide, les gens ils sont moins costauds, mais c'est bien à jouer, c'est très bien. Justement, en parlant de vos 17 ans, vous avez été le plus jeune international canadien de l'histoire quand même. Comment on peut gérer la pression à 17-18 ans sur le terrain? Après, j'avais de la chance, j'étais entouré par des bons coéquipiers. J'avais un peu des modèles dans l'équipe que je pouvais regarder comment eux ils faisaient. Et ils me montaient à leur niveau. Quel est votre meilleur souvenir en équipe nationale? Meilleur souvenir en équipe nationale, je pense que ça doit être les premières sélections que j'avais quand j'avais 17-18 ans. C'est là où ça a un peu commencé pour moi et c'est des trucs que je vais me rappeler toute ma vie. Depuis plusieurs années déjà, vous jouez en France, d'abord à Agen puis à Castres. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays? Je pense que c'est facile, à ma famille. On a appris que votre rêve serait de vivre dans une cabane dans les bois canadiens. Comment vous occuperez vos journées? Je n'aurai pas de portable, je n'aurai pas d'internet, je n'aurai pas d'ordinateur et je me déconnecterai de tout le monde et je vivrai dans le moment. Ce qu'on ne fait pas beaucoup en 2019. Nous aimerions apprendre davantage sur votre culture. Alors, quel est l'emblème du Canada?
L'emblème du Canada, après je pense qu'il y en a plusieurs. Pour moi déjà c'est le feuille d'érable, ce qui est bien marqué sur notre drapeau. Après en français ça s'appelle le castor, le truc qui mange le bois avec les dents comme ça. Le castor ça c'est un peu notre emblème. Après une cerf, tu sais le truc avec les grands... Une cerf c'est ça? Les cerfs aussi, oui on en a quelques-unes. Il y a des ours aussi au Canada? Ah oui, il y en a beaucoup. Là, il y en a des ours. Tu les croises dans les forêts souvent, il faut faire attention. Quel plat traditionnel peut-on déguster à Toronto, grande ville qui est proche de votre village natal? On n'a que 150 ans, donc on n'a pas beaucoup de traditions. Mais je pense que le truc le plus canadien, tu as les pancakes avec sirop d'érable. Ouais, je pense que ça doit être ça. Quelle température il fait en moyenne cette saison en hiver au Canada? Franchement, quand je grandissais, je me rappelais du... moins 30, moins 30. C'est pas en moyenne, mais je sais quand j'allais à l'école à ton âge, j'avais des moins 35, des fois des moins 40. Quel site naturel représente le mieux votre pays? C'est très grand comme pays et nous on est un peu connus pour avoir beaucoup de nature, des bois, des lacs et tout ça. Mais un truc emblématique du Canada, ça s'appelle Lake Louise. C'est un très bel lac avec une montagne derrière et c'est un peu le site à visiter si tu veux voir la nature au Canada. Oui, tu as les chutes Niagara aussi. Maintenant, avant de laisser la parole à Jassim, Safi et Sofiane, qui vont justement nous parler des chutes du Niagara, on a un petit défi à vous lancer. Vas-y. Est-ce que vous pourriez nous amener, avant les vacances de Noël, des pancakes au sirop d'érable pour toute la classe? Vous pouvez aussi refuser et nous briser le cœur. Vous choisissez quoi? Après, moi, je vais le faire, mais je suis pas très bon cuisinier. Donc, je vais vous en amener, mais vous attendez pas à grand-chose. Vous goûter avec nous aussi. Ouais, voilà, je vais en manger avec vous, mais après, attendez-vous pas à grand-chose. Là. Bon ben merci, franchement. Je crois que nous rêvons tous d'une cascade d'eau fraîche, alors écoutons Safi, Jassim et Sofiane à propos des chutes du Niagara. Les chutes du Niagara sont situées sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario dans l'est de l'Amérique du Nord. Elles forment une frontière naturelle entre l'Amérique du Nord et le Canada. Elles se divisent en trois. Le fer à cheval, 670 mètres de largeur pour 54 mètres de hauteur, coule du côté canadien. La chute américaine et celle du vol de la Mariée coule du côté américain. Elles font partie des chutes les plus célèbres au monde, même si elles ne sont pas les plus hautes. Elles ont le débit le plus important. Plus de 168 000 mètres cubes d'eau passent par minute par-dessus la ligne des crêtes des chutes au cours de la journée. Une partie des eaux est d'ailleurs dérivée à des fins hydroélectriques. Le nom Niagara proviendrait des Amérindiens Iroquois et signifierait tonnerre des eaux, car le bruit que produit l'eau en tombant est visiblement impressionnant et assourdissant. Leur apparition est due au retrait des glaciers il y a environ 30 000 ans, laissant derrière eux des vallées ou des amas de roches à travers les cours d'eau se sont frayés un chemin. Le processus d'érosion dû à l'écoulement de l'eau a progressivement entraîné l'effondrement de la couche supérieure de la roche calcaire ou l'apparition de parois verticales. Ce phénomène naturel se poursuit encore et fait reculer chaque année les chutes d'eau d'environ 1,45 m. On estime qu'elles ont reculé de 11 km en 7 minutes. Les chutes inspirent les exploits les plus fous. Annie Hudson Taylor, âgée de 63 ans en 1901, est la première personne à avoir survécu à un saut dans le Niagara. Elle se trouvait dans un tonneau en bois. Kirk John a survécu à un plongeon de la mort dans les chutes en 2003. Il décédera malheureusement un an plus tard en retentant l'expérience dans une bulle. Le funambule Nick Walenta, connu pour ses performances de haute voltige sans filet de sécurité, est devenu en juin 2012 le premier homme à avoir marché sur une corde raide, tendue entre les deux rives. Voilà, vous savez tous sur les chutes du Niagara. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur MT Cèdre. C'était les 4e B et 4e C du Collège des Cèdres.